Mardi aujourd'hui, qui dit mardi parle de la chronique Un œil sur la société. Avec Serge Youssef Ouidrago, aujourd'hui on s'intéresse à l'harmattan. Comment protéger surtout les enfants pour éviter les maladies en ces temps d'harmattan. On en parlera tout à l'heure. Bien avant ça, vous aurez la revue de presse avec Alphonse Ouidrago, suivi de la rubrique Invité du jour. Et aujourd'hui, on recevra sur ce plateau notamment donc pour nos invités, Monsieur Amidou Zonga qui organise une masterclass donc en ces fins d'année. On recevra également donc des volontaires qui vont nous parler du volontariat au Burkina Faso. On en parlera à travers aussi les rubriques invités du jour. Merci de nous renouveler votre fidélité. Merci d'être avec nous. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour encore et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Cette semaine, on s'intéresse donc à la rue Wemba Poko de Ouagadougou qui se trouve donc dans le quartier Wemtenga. On y va pour la rubrique à la découverte. Découvrons cette semaine la rue qui porte le nom de la princesse Wemba Poko. Wemba Poko qui a marqué l'histoire donc du palais de Mogo. Et aujourd'hui, il y a toujours donc le Wemba, l'église au niveau de Wemtenga, ministre en charge de la réconciliation et médiateur donc du Mogo Naba actuel. On vous invite à découvrir la rue Wemba Poko à travers le témoignage du jour, témoignage de Monsieur Sandago Henri Kabouré, qu'on vous invite à écouter. Je m'appelle Sandago Henri Kabouré, je suis de Wemtenga, président de l'association Wemdo. Alors, nous sommes à Wemtenga, précisément sur la rue Wemba Poko. Wemba Poko fut la Benjamin du Mogo Naba Oubri. Mogo Naba Oubri, c'est le troisième empereur de Mossé et le fondateur du royaume de Ouagadougou. Alors, il a régné entre 1182 et 1244. C'est une longue histoire. Wemba Poko, comme je le disais, c'est la Benjamin du Mogo Naba Oubri. Je disais également tantôt que le Mogo Naba a régné entre 1182 et 1244. Ça fait 62 ans de règne. Alors, il a constaté à un certain moment, surtout à ces derniers moments, il a constaté que dans son royaume, les conflits étaient légion. Les gens, quand ils se lèvent, entre eux, il n'y a pas d'entente. Entre communautés aussi, il y avait des problèmes. C'est ainsi que, dans le souci de léguer à son successeur un royaume de paix, le Mogo Naba Oubri a réuni sa cour. Et ensemble, ils ont décidé de trouver quelqu'un qui va jouer au médiateur. Et la décision a été prise et que c'est son dernier enfant qui sera intronisé comme médiateur. Au finish, après le Mogo Naba, alors on a constaté que c'était une fille, une femme qui était son dernier enfant. Et elle se prénommait Poko. Elle était déjà mariée, mais alors comme la décision a dit que c'est son dernier enfant, sans préciser le sexe, alors on a décidé de lui retirer de son mari. Et en retour, on a trouvé une autre femme pour ce monsieur. Et on l'a intronisé comme tout dignitaire, comme médiateur du royaume Mossé. Il a été dit que à qui elle demande pardon, que la personne accepte. Que ce soit entre individus, entre collectivités et même jusqu'au roi. Personne n'avait le droit de refuser la demande de pardon de Wemba Poko. Alors, Wemba Poko, Wemba, selon certaines versions, c'est le fait qu'elle est revenue sur ses parents. Donc, c'est des déformations. Et c'est ce qui est devenu Wemba. Vous verrez que dans certaines contrées, comme à Wayouya, alors toutes les filles de Wayouya qui reviennent en famille pour rendre visite à leurs parents sont aussi appelées Wemba. Donc c'est le sens de Wemba, c'est la fille
qui a quitté son foyer et qui revient à domicile chez ses parents. Alors, on a juste retiré, on l'a retiré de son foyer pour la permettre d'être libre, pour pouvoir bien jouer le rôle de médiateur, pour qu'elle ne soit pas sous l'influence de quelqu'un. Vous savez qu'avant, si toi tu es femme, alors la femme, l'homme influence souvent. Et comme on veut qu'elle joue pleinement son rôle, il faut qu'elle jouisse d'une liberté. Et c'est ainsi que elle a été intronisée. On a construit un palais pour elle. Alors, quand les griots veulent louer le Wemba, on dit Païr Zemdoïri. Wemdoro, Patirinyongo. Ça veut dire que la cour d'une femme qui équivaut à celle d'un homme. Et ce n'est pas une cour qui a été construite à la hâte. Donc ça a été construit un vrai palais aussi. Et à partir de ce jour, elle était chargée de faire la médiation dans tout le royaume aussi. Dans tout le royaume. Et jusqu'au roi. Et si jamais tu refuses la demande de pardon, c'était considéré comme un sacrilège. Alors, le roi pouvait envoyer les guerriers. Si c'est entre collectivités, entre communautés, alors la partie qui a refusé la demande, alors on l'inflige une correction à ces gens pour qu'ils sachent que, alors, une fois qu'on te demande pardon, il faut accepter, sinon le malheur peut s'en suivre. Alors, donc, c'est à partir de là, alors, il y a eu des Wemba qui se sont succédés, aussi bien des hommes comme des femmes, qui ont tous été des benjamins du Moro Naba. Alors, comme le Moro Naba continuait de faire ses conquêtes en son temps, au fur et à mesure que le royaume s'élargissait, alors il y a besoin d'installer aussi bien des guerriers autour de celui que le Moro Naba choisit comme chef de cette localité, et il faut aussi un système aussi pour la médiation. Donc on a fait appel à, souvent, s'il y a un Benjamin qui n'a pas été intronisé ou une Benjamine, on l'amène là-bas pour nommer Wemba. Alors, et jusqu'à un certain moment, bon, là où il y a eu des Wemba hommes, c'est devenu une famille de Wemba. Et c'est là, aujourd'hui, à partir de Moro Naba Zetor Bouchma, est né Wemba Rare, qui a fondé le quartier, le village de Wemtenga de Ouagadougou, là où nous sommes actuellement. Sinon, depuis que le Moro Naba Oubri, qui a décidé de nommer le Wemba, c'était depuis le XIIe siècle. Et en ce moment, c'était toujours, le Moro Naba Oubri était toujours à Zignaré. Et les premiers Wemba, la première à être nommée était basée à Goué, dans la commune rurale de Lumbila. Aujourd'hui, comme le Moro Naba est à Ouagadougou, alors c'est le Wemba de Wemtenga de Ouagadougou qui est chargé de la médiation auprès de lui. Et nous recevons pour vous aujourd'hui M. Alphonse Ouedraogo pour bien sûr les informations. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Nikema, bonjour à toutes et à tous. On découvre d'abord les titres des journaux. Et je commence avec le journal Aujourd'hui au Faso qui affiche à sa une ce matin. Fête nationale, le Premier ministre questionne le choix de la date du 11 décembre. En Guinée, une cinquantaine de tués dans la bousculade au stade de Nzérékoré. Le prix du hooliganisme et de l'exiguïté des voies de dégagement, écrit donc le journal. Toujours dans ce journal, on peut lire le e-casier judiciaire, meilleure plateforme e-service, écrit le journal. Le MPP et le NTD est redevable de 315 millions de francs CFA au trésor public, écrit le journal. Le Burkina Faso mobilise près de 104 milliards de francs CFA. La BCAO et les banques commerciales se concertent, nous annonce donc le journal. Le journal citoyen à sa une ce matin, on peut lire
Fête nationale, le choix du 11 décembre décrypté par le Premier ministre. Régulation des communications électroniques, des assises nationales pour redéfinir les lignes. Toujours dans ce quotidien, on peut lire Mali, Atin Zawaten, Farhad Aga Al-Mahoud et plusieurs autres chefs terroristes éliminés, écrit le journal. Didier Sano, DG de la société burkinabé de tomates, déclare courant décembre 2024 à janvier 2025, Adia sera disponible pour les consommateurs. Un autre quotidien, nous restons à Bogo du Lasso, le quotidien bobolais, l'Express du Faso. À sa une ce matin, il est écrit engagement pour l'excellence. La Sofitex adopte une politique qualité. Dans sa rubrique Autant le dire, le journal écrit passé colonial, l'assumer sans complexe aucun. Groupement commando parachutiste, le commandant Tampougré Honoré Sia aux commandes. Assise nationale de la régulation pour une meilleure qualité de la communication électronique, écrit le journal. PMUB, le chauffeur Aboubakar Ouedraogo empoche plus de 63 millions de francs CFA. Le journal Le Quotidien barre à sa une ce matin. Commémoration de la fête nationale, le Premier ministre pose le débat sur le choix du 11 décembre. CHU de Tenganogo, la Croix-Rouge chinoise fait don d'un lot de matériel. Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso, Salif Nikima, est réélu pour 5 ans. 14e édition du CITO. Nous avons franchi une étape importante dans la valorisation du secteur du tourisme et de l'hôtellerie, déclare donc le ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo. Le journal L'Observateur Palga nous apprend ce matin, fête nationale, le PM interroge la pertinence du 11 décembre. Toujours dans ce quotidien, on peut lire Université catholique de Louvain, professeur Alidou Tinto sera fait docteur honoris causa, écrit le journal. Clôture CITO 2024, pluie de distinction sur les acteurs. Pétanque et de 19 pour la coupe Nebnoma, écrit le journal. Production de riz burkinabé, des trieuses optiques pour améliorer la qualité, écrit le journal. Finale, trophée du football Mamadi Doumbouya, pénalty fatal en Zéry-Corée, des dizaines de morts, écrit le journal. Terminons avec le journal Le Pays. À sa une ce matin, on peut lire fête nationale. Le Premier ministre questionne le choix de la date du 11 décembre. Lutte contre la corruption au Burkina Faso. Le RENLAC insiste sur la nécessité de protéger les lanceurs d'alerte. Dans sa rubrique Révélation, le journal Le Pays écrit Journées économiques du Burkina Faso au Mali, 200 participants attendus. Lutte contre la fraude au Burkina. Près de 24 000 tonnes de marchandises d'une valeur de 5 milliards de francs CFA saisies depuis janvier, et c'est à lire à la page 4. Histoire énigmatique, la vérité est scientifique et non négociable, c'est à lire à la page 10 du journal. Merci bien Alphonse pour les titres de ces journaux. On revient sur quelques sujets d'actualité. Drame en Guinée suite à une bousculade au stade. Tout à fait, c'était donc le 1er décembre 2024, une compétition, disons le football. Cette compétition était dédiée à soutenir le chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya. Partant de là, la compétition a opposé donc deux équipes. L'équipe locale en Zéry-Corée, parce que le match se jouait en Zéry-Corée, donc au stade du 3 avril. Et contre l'équipe de l'Abbé, tous de cette région. Il faut dire que dans un premier temps, lorsque la compétition a commencé, il y a eu 2 cartons rouges qui ont été donc que l'arbitre a voulu donner à l'équipe de l'Abbé. Cela a suscité des contestations. Le premier carton rouge est passé, mais le deuxième a été donc contesté par les supporters de l'équipe de l'Abbé. Ça a amené les autorités politiques à
demandé donc à jouer le rôle de médiation. Donc on a enlevé donc le deuxième carton rouge et le match a poursuivi. Et c'est vers la 83e minute maintenant que les choses ont commencé à changer de façon dramatique, parce que c'est à cette période-là maintenant qu'un carton rouge, un pénalty a été accordé à l'équipe de Zéré Corée. Contre toute attente, les supporters de l'autre équipe ont commencé donc à contester et ça a mené donc cette bousculade. Les forces de l'ordre ont fait donc usage de gaz lacrymogène et ça a tout chamboulé. Et c'est vraiment dramatique parce qu'on compte une cinquantaine de morts, 56 morts selon le gouvernement, même si une certaine presse dit qu'on a arrêté au moins une centaine de morts. Je pense qu'aujourd'hui, chacun fait son commentaire. Au niveau politique, on accuse donc le président Doumbouya d'utiliser le football pour s'attirer la sympathie des populations, parce qu'il ne veut pas quitter le pouvoir à la fin de la transition qui est prévue pour le 31 décembre prochain. Donc la classe politique commence à donner de la voix, à contester et tient le président ou du moins le gouvernement pour responsable de ce qui s'est passé. Donc c'est ce qu'il faut retenir par rapport à ce drame-là. C'est vraiment dommage. Très dommage. Parce que ce n'est pas une première fois. En fait. Oui, ce n'est pas une première. On se rappelle en 2009, le 28 septembre, il y a eu donc un drame également dans ce stade-là. C'était donc au temps de Dadis Camara, une grande bousculade avec des centaines de morts. Donc, on peut dire que ça devient coutumier en Guinée, même si en Afrique, on retient que dans certains pays, il y a eu des drames pareils. Au Ghana, en 2001, il y a eu une centaine de morts dans un stade. La même année, il y a eu à Lumumbashi des morts également. En Égypte, en 2012, il y a eu une centaine de morts également. Donc, en Afrique, ça devient coutumier. Mais la raison, ou du moins c'est le problème, c'est qu'il n'y a pas de voie de dégagement. C'est-à-dire, les sorties sont tellement exiguës qu'au point que quand il y a de la bousculade, c'est difficile pour les gens de pouvoir donc se chercher comme on le dit. Donc, il faudrait travailler surtout à ce niveau pour que les ouvertures là soient vraiment de taille pour permettre l'évacuation des populations en cas de besoin. Merci beaucoup, Alphonse. On revient au Burkina pour parler donc de la fête nationale au Burkina. Le Premier ministre questionne sur la date du 11 décembre. Oui, c'est ce qui fait l'actualité aujourd'hui. Depuis hier soir, le Premier ministre, c'était donc lors de la montée des couleurs. Et comme cela est dans son habitude, il a livré un message. Et dans ce message, qui était essentiellement porté sur la date du 11 décembre, retenu pour célébrer la fête nationale. Donc, il se questionne pourquoi on a retenu donc cette date, quand on sait que la proclamation de l'indépendance était le 5 août, mais étant donné que cela s'est fait dans une période de saison d'hivernage, c'est difficile pour la population de pouvoir célébrer. Et dès qu'on a repoussé ça pour fixer donc le 11 décembre, même ça, le Premier ministre se demande si, en tout cas, c'est la bonne date, parce qu'on a eu des dates quand même importantes qui pouvaient donc être retenues pour la célébration de la fête nationale. Il a fait allusion au 3 janvier 1966 et même avant, il a fait allusion à la date, à la création de la Haute-Volta en 1919 et aussi en 1947, sa reconstitution après sa dislocation en 1932. Il a fait aussi allusion à d'autres dates comme le 3 janvier, comme aussi le 4 août 1983, l'avènement de la révolution au Burkina Faso, et le 4 août 1984, le changement de nom de la Haute-Volta qui devient donc le Burkina Faso. Il a fait également allusion à la date du 15 septembre, en tout cas, ou du 17 septembre, où le peuple s'est opposé au coup d'État manqué de 2015. Il a fait allusion également à d'autres dates qui pouvaient donc être retenues pour célébrer la fête nationale.
Grosso modo, le Premier ministre se demande si il faut retenir toujours la date du 11 décembre pour célébrer notre fête nationale, étant donné qu'il y a aussi des dates importantes qui peuvent être retenues. Donc, il demande aux Burkinabés de réfléchir parce que il y a des dates aussi importantes et même mieux que cette date-là, le 11 décembre. Il ne faut pas rester dans le sillage du colon parce qu'il estime que nous avons l'habitude de rester dans le carcan du colon qui nous a identifié des dates, qui nous a enseigné et qui nous entretient toujours dans son schéma là. Donc, il trouve que ce n'est pas normal. Alors, je voulais l'aider dans sa démarche. Je pense que si effectivement il pose donc ce débat, il faut mûrir davantage ou il faut enrichir davantage. Parce que si effectivement on pense que la date de 1947 est une date importante parce que c'est la date de la reconstitution de la Haute-Volta qui était donc disloquée, je pense qu'il faut penser aux acteurs qui ont été à l'œuvre. Au Moro Naba Koum, par exemple, qui a fait des pieds et des mains, qui a fait beaucoup de démarches, et qui, grâce à qui la reconstitution a été possible. Je pense que la date est importante, mais c'est grâce à l'œuvre de ces personnes-là qu'on peut retenir cette date. Je pense qu'il ne faut pas oublier, parce que dans l'histoire de Burkina Faso, vous ne verrez nulle part où on parle assez de ces personnes-là. Donc on retient la date, on oublie les acteurs qui ont été sur le terrain. Grâce à ces acteurs-là, nous avons donc retenu cette date comme une date historique. Je pense que il faudrait que dans notre démarche, que nous reconnaissons ce que les dévanciers ont pu poser comme acte, qu'on puisse leur accorder une part importante dans notre histoire. Ça aussi, ça peut aider. Et je parle aussi de cela parce qu'il y a des gens qui posent ou qui proposent le jour où le train est arrivé au Burkina Faso ou à Ouagadougou, ça peut être aussi un jour historique. Voilà, parce que on a amené des gens à travailler, ce n'était pas avec des machines, mais avec la main. Donc le chemin de fer est arrivé. Et ça aussi, c'est une date historique qu'on peut retenir. Okay. Donc, je pense que le Premier ministre gagnerait, en tout cas à travers les contributions des uns et des autres, à enrichir vraiment sa démarche. Déjà, c'est bien, mais je pense que dans l'histoire ou dans notre façon de réécrire notre histoire, il y a eu des acteurs dont le mérite doit être reconnu. Et je pense que ça, c'est très important. Le Niger, aujourd'hui, par exemple, est en train de réécrire son histoire. Et nous traînons, nous sommes à la traîne. Nous, on est encore dans le discours. Et ils sont déjà à l'œuvre. Je pense que à travers donc ce discours, ou après ce discours, il faut faire appel donc aux compétences de toutes les sommités. Il faut approcher qui des droits pour en tout cas nous proposer autre chose. J'ai mal quand je vois que si à l'école on dit l'Amérique ou la Chine, les élèves prennent 2 mois pour étudier l'Amérique ou la Chine, mais et le Burkina, c'est de façon superficielle. Oui. Ça fait mal. Je pense que tout cela est à revoir. Si nous sommes d'accord qu'il faut opérer la rupture doit être opérée à tous les niveaux. Le message est bien passé. Merci beaucoup, Alphonse. On va maintenant sillonner dans quelques vides d'affaires pour découvrir les couleurs. Nous recevons ce matin Monsieur Perdouende Honoré Kabori. Il est le directeur de la planification, du suivi, évaluation et des études du groupement d'intérêt public Programme national de volontariat au Burkina Faso. Bonjour à vous, Monsieur Kabori. Bonjour, madame. Alors, nous sommes également avec Monsieur Étienne Kadiogo, chef d'antenne régionale de volontariat du centre. Bonjour. Bonjour Madame. Merci bien. Alors la journée internationale du volontariat ou des volontaires, c'est notamment ce 5 décembre. Et vous avez des activités bien sûr à l'occasion de cette journée-là. Mais avant de parler de cette journée, on va découvrir plus votre groupement, le groupement d'intérêt public Programme national de volontariat au Burkina Faso. Qu'est-ce que vous faites dans cette structure, M. Kadiogo? D'accord, merci Madame Nkema. Nous tenons déjà à dire bonjour à tous les téléspectateurs de Savane Média ce matin. Et il faut dire que le groupement d'intérêt public Programme national de volontariat est un établissement public de l'État, créé d'accord entre l'État bien évidemment, les
collectivités territoriales, les organisations internationales de volontariat, les établissements publics de l'État et les organisations de la société civile. Alors, cette structure a été mise en place depuis 2008 et œuvre à nos jours à mobiliser des volontaires nationaux. Voilà. C'est une structure justement qui est dotée d'une assemblée générale, d'un conseil d'administration et une direction générale. Donc, le conseil d'administration compte 13 membres et constitué justement de ces pools de structures qui constituent l'assemblée générale. Donc, voici ce qu'on peut dire. Par rapport à l'organisation, monsieur le directeur de la planification, que dire maintenant sur les objectifs et missions de ce groupement? D'accord. Donc, il faut dire que la mission, de façon, en tout cas résumée, la vision, c'est de vraiment, au niveau du pays, que chaque Burkinabé puisse s'engager, en tout cas pour le développement de sa nation. Voilà. Et à travers cet engagement-là aussi, l'individu qui s'engage aussi tire en fait des bénéfices de son engagement. Maintenant, les objectifs, c'est en tout cas de lutter contre la pauvreté de façon globale, donc à travers le développement, donc répondre aux besoins des communautés à la base et aussi promouvoir en fait l'employabilité des jeunes, ces jeunes-là qui viennent s'engager en tant que volontaires, voilà, pour aider aussi les communautés à pouvoir répondre à leurs besoins. Et concrètement, comment on peut présenter le volontaire? C'est qui un volontaire? Donc le volontaire là, c'est le Burkinabé, donc le jeune Burkinabé qui a au moins 18 ans, donc qui vient librement donner de lui-même en fait pour une mission d'intérêt général. Voilà, ça peut être dans une structure bien organisée ou ça peut être une mission vraiment d'intérêt général. C'est quoi concrètement les domaines d'intervention en fait généralement des volontaires? Les domaines d'intervention sont multiples, et comme je l'ai dit, c'est vraiment les domaines de développement. Comme dans les domaines de développement, vous avez par exemple la santé. Ok, on peut affecter un volontaire au niveau de la santé, du CSPS, ou du CMA. Voilà, ou du CMA. Et comme aussi j'ai dit, les missions d'intérêt général, ça peut être pour l'hygiène et l'assainissement, qui rejoint un peu la santé aussi. Donc vous voyez que le CSPS, c'est une structure. La mission d'intérêt général, ça peut être le nettoyage du quartier, le curage de caniveaux. Donc tout ça contribue effectivement. Il y a aussi les domaines de l'éducation. Voilà, il y a aussi les domaines de la réparation des routes. Donc je pense que c'est les domaines actuellement, en tout cas en 2024 même, qui sont en vigueur. Et vous avez l'environnement. Donc voilà, en tout cas tous les domaines de développement de notre pays. Partout où en tout cas il y a un besoin, le volontaire a appelé à pouvoir intervenir et à aider en tout cas à résoudre ces problèmes. Et pour l'année 2024 par exemple, est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de volontaires nationaux? En tout cas au 30 novembre, on avait estimé autour de 35 000 volontaires qui se sont engagés depuis janvier à novembre 2024. Pour l'année? Pour l'année. Comme je l'ai dit, c'est vraiment sur tous les chantiers de développement. Voilà. Alors, M. Kadiogo, c'est quoi le statut d'un volontaire? Alors, merci. Le statut de volontaire, effectivement, il faut dire qu'un volontaire national, c'est d'abord quelqu'un qui s'engage de façon formelle envers une structure et envers le programme national de volontariat. Et cet engagement est fait effectivement à travers un contrat voilà, qui formalise justement cet engagement. Et avec le statut de volontaire national également, on a des droits et des devoirs. Donc, pour toute personne qui a le statut de volontaire national, alors il a le droit, son premier droit, c'est une allocation de subsistance qui lui est versée. Une allocation de subsistance, c'est pas un salaire. C'est pas un salaire, c'est juste le remboursement de ce qu'il dépense pour exécuter sa mission. C'est pas du tout un salaire, c'est pas une prise en charge. Alors, donc, il y a cette allocation. Deuxièmement, c'est comme je le disais, le contrat. Voilà, qui est signé. Il a droit à une formation voilà, sur un certain nombre de thématiques dont les principaux sont notamment le civisme, la citoyenneté, la culture de la paix. Voilà, ça c'est des thèmes obligatoires. Et donc ça c'est également un des droits du volontaire national. En dehors de ça, au cours de sa mission, le volontaire national a droit à un suivi voilà, de la part justement du programme national de volontariat. Alors, le volontaire national, quand il est engagé auprès d'une structure, la structure a l'obligation de mettre à sa disposition les moyens pour accomplir sa mission. Voilà, donc en dehors de ça, il faut dire que le volontaire national également, quand il est placé auprès d'une structure, alors il a droit à des congés
Voilà, comme tout travailleur. Voilà, il a droit à des congés. Et pour le volontaire national femme, elle a droit en cas de grossesse à des congés de maternité. Voilà, il faut dire également que le volontaire national, après sa mission de volontariat, alors donc a le droit effectivement d'être suivi par le programme, voilà, à travers en tout cas un réseautage, à travers également le partage justement des opportunités, des offres d'emploi et de formation. Alors, donc voici entre autres. Est-ce que dans le contrat il y a eu une durée en fait pour être volontaire? Absolument. Ok, c'est combien de temps? Il faut dire que pour être volontaire, on peut signer un contrat d'1 jour à 1 année. Ah, ok. Absolument. On peut signer un contrat d'1 jour à 1 année. Renouvelable? Voilà. Renouvelable 2 fois. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser 36 mois de volontariat national. C'est ce que prévoit la loi actuelle. Mais est-ce qu'il y a des ouvertures en fait quand on sert comme ça le pays? Est-ce qu'on a des ouvertures pour des emplois? Il faut dire déjà que pour l'appréciation de la question d'emploi, partout où vous avez l'occasion de montrer ce que vous savez faire est une opportunité également pour avoir l'emploi. Parce que justement, à nos jours, nous avons pas mal de structures qui ont recruté ceux-là qui ont été placés comme volontaires à leur sein et qui ont montré vraiment qu'ils étaient à la hauteur, dans la mesure où le volontaire national, lors déjà de son recrutement, a fait l'objet effectivement d'une sélection, une sélection qui tient compte non seulement des exigences du poste, mais également de la disponibilité et en tout cas de l'exemplarité de cette personne qui se porte volontaire pour en tout cas exécuter la mission. D'accord. Monsieur Kaboré, depuis 2008 jusqu'à 2024, est-ce que le bilan est positif quant à l'implication des volontaires nationaux sur le terrain? Nous pouvons dire que le bilan est positif parce que quand on prend déjà de 2008 à 2024, on a à peu près 120 000 jeunes qui se sont engagés comme volontaires. Ça témoigne effectivement de la volonté de la jeunesse, en tout cas des jeunes, de pouvoir s'impliquer dans le développement de leur communauté. Et actuellement, nous sommes en train aussi de mener une étude, effectivement, pour pouvoir capitaliser sur la contribution de ces volontaires au niveau des secteurs de développement. Mais de retour que nous avons, puisque chaque année, comme il a dit, il y a un suivi qui est fait. De retour que nous avons en tout cas, le retour est positif. Parce que les populations apprécient, les structures qui accueillent ces volontaires aussi apprécient leur engagement et effectivement le travail qui est fait en leur sein. Voilà, puisque ce sont des jeunes vraiment compétents qui sont mis à la disposition de ces structures. Donc nous pouvons dire que le bilan en tout cas est positif. Avant la fin de l'entretien, vous saurez comment devenir volontaire. On va donner les conditions tout à l'heure. Mais je propose qu'on parle surtout de la journée internationale des volontaires, donc l'édition 2024 pour cette année. Qu'est-ce que vous avez prévu, M. Kadiogo, pour la commémoration? Alors merci. Alors pour 2024, il faut rappeler déjà que cette journée internationale des volontaires est célébrée depuis 1985, date à laquelle effectivement les Nations Unies ont tenu à avoir une reconnaissance pour l'action des volontaires. Et depuis lors, effectivement, tant que c'est possible, à partir de 2000, en tout cas depuis lors, comme je l'ai dit, depuis 2008 au Burkina, alors nous faisons l'effort quand même de commémorer cette journée en reconnaissance de l'effort par rapport à l'engagement volontaire de nos jeunes, mais également ça a des opportunités que ça nous donne de réfléchir un peu sur ce qu'est réellement l'apport du volontaire pour le développement de notre pays. Alors pour cette année, vous avez vu qu'on a bien dit que c'était le 5 décembre, mais cette année nous avons voulu vraiment innover et en greffant un peu des activités qui vont effectivement permettre de renforcer la cohésion effectivement de ces jeunes-là. Et pour cela, nous avons prévu que la cérémonie d'ouverture se passe déjà aujourd'hui, 3 décembre. Alors donc, suivi justement d'un cross populaire qui aura lieu ce soir à 15h au niveau des palais des sports. Et on aura également le lancement de la coupe du volontaire ce soir également à partir de 16h. Et demain, mardi 4 décembre, nous aurons la suite des activités avec la poursuite des activités de loisirs, de sport. Et nous aurons également des journées portes ouvertes. Nous avons également des expositions de stands pour dire que les volontaires justement qui ont déjà eu à faire du volontariat évoluent dans des secteurs d'activité pour lesquels nous avons voulu quand même mettre en lumière ce qu'ils font. Et à cet effet, nous avons mis à disposition des stands pour exposer leurs produits. Alors, le 5 décembre, le jour J, il y aura la cérémonie de clôture, il y aura la finale
effectivement de la coupe des volontaires et enfin nous aurons la nuit du volontaire. La nuit du volontaire. C'est quoi la nuit du volontaire? Alors, la nuit du volontaire, c'est à l'image de la journée qui leur est dédiée. C'est une occasion effectivement de reconnaître les mérites de l'engagement de certains jeunes qui ont fait un peu plus que d'autres. Et c'est également une occasion pour nous de faire une halte pour reconnaître également ceux-là qui nous accompagnent, ceux-là que nous appelons affectueusement nos partenaires, qui sont les structures d'accueil et les partenaires techniques et financiers. Alors, donc c'est une occasion pour nous de leur faire des distinctions. Et cette nuit-là, ça sera l'occasion effectivement de reconnaître vraiment ce qu'ils font, parce qu'en apportant leur soutien au programme national du volontariat, c'est pas au programme, c'est à la jeunesse. C'est à la nation entière justement que en tout cas ce soutien est porté, et nous tenons en tout cas à le leur faire savoir cette nuit-là à l'occasion de la célébration de la nuit du volontaire. Le volontaire. Monsieur Kabouré, donc le thème, j'aimerais bien qu'on donne le thème de cette édition, le volontariat, pilier de résilience et d'engagement patriotique au service de la nation. Pourquoi vous avez choisi ce thème? Le choix de ce thème, c'est au regard du contexte actuel que nous traversons. Parce que malgré que le pays, en tout cas, subit ce que nous connaissons, il faut dire que le développement est toujours en marche, grâce effectivement à l'effort de ces volontaires. Parce que comme on l'a dit, vous voyez qu'on a fait le bilan, on a dit qu'il y a 35 000 jeunes qui sont engagés pour cette année. Donc à travers tous les secteurs de développement. Donc je pense que c'est une résilience pour le Burkina de ne pas regarder le fait qu'ils soient attaqués, mais de continuer à vivre, de continuer à dire que les communautés ont besoin de soutien. Et ces jeunes-là sont prêts à apporter ce soutien-là à ces communautés. Voilà, donc pour nous c'est une manière en fait d'être vraiment résilient et de construire à partir de nous-mêmes, parce que ces jeunes-là sont recrutés aussi dans leur milieu de résidence, donc pour dire que c'est des jeunes, on ne va pas dire locaux, mais c'est un peu ça. Okay. Voilà, pour faire en tout cas la promotion de l'engagement vraiment local et puis voilà. Merci bien. Alors Monsieur Kadiogo, vous avez donné le programme tout à l'heure de commémoration de la Journée internationale des volontaires. Et d'ailleurs la journée c'est le 5 décembre, mais vous avez débuté, vous débutez d'ailleurs vos activités aujourd'hui, ce soir pour la cérémonie de lancement. Oui. Ça va se passer où toutes ces activités? Vous avez parlé d'expositions, de matchs, ça va se passer où? Alors donc, par rapport à la cérémonie d'ouverture déjà qui se prépare, c'est déjà ce matin à partir de 9h. Ah, c'est ce matin. À la salle, voilà, c'est actuellement en train de se préparer au niveau de la salle des banquets de Ouaga 2000. Alors donc, pour le lancement, effectivement, la compétition Coupe de la jeunesse, c'est juste en face du siège du programme national de volontariat, situé à Ouaga 2000, non loin de la mosquée Oumarou Kanazoé. Okay. Alors donc c'est là où effectivement il y a également les stands pour les expositions et les journées portes ouvertes également. Alors il faut dire que le cross populaire qui a été greffé effectivement, alors on va faire le regroupement au niveau du palais des sports. Nous allons juste nous déplacer, faire le cross pour faire le tour du rond-point des Martyrs, et de la place du rond-point des Martyrs et revenir au palais des sports. Donc voici un peu le circuit. Donc c'est vraiment dans la zone que les... Et la nuit du volontaire aussi, des volontaires ou du volontariat. Oui. Ça se passe à la salle de banquet? Oui, c'est à la salle de fête de Ouaga 2000. Voilà, la salle de fête de Ouaga 2000. D'accord. Alors, qui peut participer à toutes ces activités? Alors, bien évidemment, à l'honneur les volontaires nationaux, tout ce qui est volontaire au niveau du Burkina Faso, tout ce qui est partenaire du programme national de volontariat, tout ce qui est personnel du programme national de volontariat, tout jeune du Burkina Faso, résident à Ouagadougou, pour être plus pragmatique, et toute personne désirant savoir de quoi il s'agit, c'est quoi le volontariat, ou qui a été témoin des actions du volontariat, qui a apprécié et qui pense qu'il pourrait se joindre justement à cette commémoration-là, est invité. D'accord. Vous avez parlé de la jeunesse, ça me ramène justement sur les conditions en fait pour devenir volontaire national. Quelles sont les conditions en fait et comment on peut devenir volontaire national?
Ok, merci. Alors, pour devenir volontaire national, la loi dit déjà que pour être volontaire national, il faut avoir au moins 18 ans. Ok. Au-delà d'avoir 18 ans, il faut être un citoyen burkinabé. Si vous n'êtes pas burkinabé, il faut au moins avoir résidé au Burkina Faso il y a au moins 2 ans. Et pour cela, effectivement, il faut un document qui atteste que vous vivez au Burkina il y a déjà plus de 2 ans. En dehors de ces conditions, c'est effectivement pour tout recrutement, bien évidemment, il y a des conditions connexes en lien avec la mission qu'il faut remplir. Parce que sinon, autrement, c'est juste être citoyen burkinabé, avoir 18 ans, avoir un savoir-faire et un savoir-être. Ok. Et sur place, il y a certainement des fiches à remplir au niveau du siège. Bon, on n'est même pas allé jusqu'à compliquer les choses. Okay. Si vous voulez être volontaire, vous adressez juste une demande à monsieur le directeur général du groupement d'intérêt public, Programme national de volontariat au Burkina Faso, avec pour objet candidature au volontariat national, à laquelle demande vous joignez juste une copie simple de votre CNIB, une copie simple de votre dernier diplôme et de vos attestations si vous en avez, et un curriculum vitae si vous en avez également. Donc voici juste parce que dès lors que vous envoyez cette demande, alors vous êtes enregistré dans une base de données et pour toutes les fois où il y a recrutement, votre dossier est consulté pour peu que vous soyez dans le profil qui est demandé. D'accord, merci beaucoup. On a épuisé notre temps. Alors, Monsieur Kabouré, merci d'être passé. Merci. Donc, bien. on se retrouve à partir de... de... mais on s'en voudrait de peut-être quitter votre plateau sans dire merci, en tout cas, parce que c'est la journée des volontaires. C'est ça. C'est vrai que nous faisons la promotion du volontariat national, mais on va rendre hommage quand même aux vaillants VDP qui sont sur le front pour... en tout cas, nous donner l'opportunité. Ils sont des volontaires. Ils sont des volontaires, ouais. Exactement. Voilà. Donc, leur rendre hommage. Super. Voilà. Et puis, bon, comme on est en train de commémorer la journée des volontaires. Merci beaucoup. Voilà, merci bien. Merci bien, Monsieur Kabouré. Merci, Monsieur Kadiogo. Rendez-vous à partir de ce matin même, donc à la salle des fêtes de Ouaga 2000 pour vivre la journée internationale des volontaires jusqu'au 5 décembre prochain, il faut le rappeler. Et puis, on va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Marquons une petite pause et on revient pour la suite. Comme un baobab qui s'est levé, en ville ou en campagne tu t'es engagé. Dans le monde entier, ils sont des milliers de volontaires qui sèment l'espoir. Jeunes volontaires, la nation entière, magnifie ton œuvre si salutaire. Grand bénévole, debout et fier, à toi ces mots pour t'encourage. Tous s'engager, tout ça y gagner. Tous s'engager, tout ça y gagner. Les classes vides de nos beaux villages sont devenues par ton grand courage un vrai salut pour tous ces enfants que tu éclaires dorénavant. Hommage à toi, mon volontaire, qui sauve des vies, puis reste fier. Les objectifs du millénaire, nous l'atteindrons, donc persévère. Tous s'engager, tout ça y gagner.
sûr, nous sommes de retour sur ce plateau et cette fois-ci, nous sommes avec Monsieur Hamidou Zonga, qui n'est plus à présenter aux téléspectateurs. Il est écrivain, il est conférencier, il est entrepreneur, formateur et auteur de 7 livres donc, à son actif, dont un livre sur le développement personnel, parce qu'aujourd'hui, on est là pour parler du développement personnel. Prenez le contrôle de votre destin, donc un des livres de Monsieur Zonga. Il est sur le plateau avec nous. Bonjour. Oui, bonjour Madame Nikiman, bonjour aux téléspectateurs de Savant TV. Bienvenue. Merci. Alors aujourd'hui, on va ranger un peu les crypto-monnaies, les bitcoins et autres, et on va s'intéresser au développement personnel parce que nous sommes vraiment, on va dire quoi, sur la dernière ligne droite de 2024 et on espère franchir cette année avec des convictions et bien sûr des bonnes décisions prises. Ouais. Voilà pourquoi vous avez décidé d'organiser une masterclass dénommée Masterclass de l'élévation. Oui. Alors, c'est un programme que vous avez mis en place depuis 2022 et c'est chaque fin d'année là que vous faites cette masterclass-là. Qu'est-ce que c'est que la masterclass de l'élévation? Oui, c'est vrai, merci beaucoup Madame Nikivan. C'est vrai que chaque fois quand je viens ici sur le plateau, c'est pour parler de Bitcoin, parler de crypto-monnaies. Et là, comme vous l'avez très bien planté le décor, chaque fin d'année, on a notre programme qu'on met en place, donc la masterclass de l'élévation. Alors, qu'est-ce que c'est que la masterclass? La masterclass de l'élévation, c'est un programme que nous avons médité, c'est un programme qui a été inspiré par les puissances bienveillantes de l'univers pour apporter notre contribution dans la construction d'une nouvelle race d'hommes et de femmes, techniquement compétents, intellectuellement posés, économiquement indépendants, financièrement libres et socialement conscients de leurs valeurs, de leurs responsabilités, tout en étant des êtres de lumière éveillés et élevés. Donc, depuis 2022, nous avons mis en place ce programme pour accompagner les uns et les autres qui veulent véritablement se connaître, s'accepter et élever leur esprit vers de nouvelles dimensions afin de vibrer à la fréquence de l'univers pour recevoir tout ce qu'ils méritent. Et depuis 2022, on a mis en place ce programme et ça se tient les premiers samedis de décembre de chaque année. Donc le premier samedi de décembre de chaque année, nous tenons la masterclass de l'élévation et cette année, c'est le 7 décembre 2024 que nous tenons la 3e édition qui va permettre aux participants de savoir exactement sur quelle fréquence il faut marcher, de savoir exactement ce qu'il faut faire avant la fin de l'année 2024 et qu'est-ce qu'il faut faire pendant l'année 2025. Parce que 2025, c'est une année de rétribution. 2025, c'est une année de nouveau départ. 2025, c'est une année de fin de cycle et de commencement d'un nouveau. Et je pense que au fil des discussions, les gens vont comprendre pourquoi nous sommes là pour leur partager vraiment des informations capitales sur ce qu'il faut entreprendre dans cette fin de cycle qui s'annonce. D'accord, vous parlez de l'élévation. Donc l'objectif, c'est atteindre l'élévation à tous les niveaux? Oui, à tous les niveaux. L'objectif, c'est atteindre l'élévation à tous les niveaux, notamment sur le plan spirituel d'abord. Parce que nous sommes des êtres spirituels. Nous avons une portion de l'univers en nous parce que nous sommes des êtres divins. Et pourquoi je parle de ça? Parce que nous sommes une boule d'énergie habitant un corps portant une identité. Malheureusement, quand on demande à une personne qui es-tu, très généralement, vous entendez, je suis par exemple Hamidou Zonga, je suis écrivain, je suis conférencier, je suis formateur, blockchain, expert en crypto. Mais tout ça là, ça n'a aucun sens lorsque on demande à une personne de se définir. C'est pourquoi, à travers ce livre même que nous avons mis en place, que nous avons lancé sur le marché depuis l'année passée, prenez le contrôle de votre destin, ça vous permet de savoir exactement qui êtes-vous. Parce que il y a des schémas que nous avons suivis depuis notre tendre enfance, ce qu'on appelle l'impuissance acquise ou la résignation apprise. Ce sont des choses qu'on nous a imbibées depuis notre enfance, il fait qu'aujourd'hui, on vit dans un carré. On ne se connaît pas. On pense qu'on se connaît, mais malheureusement on ne se connaît pas. Pourquoi? Parce que on est influencé par le monde extérieur. Rares sont ceux qui sont capables de faire un sondage de leur propre âme. Rares sont ceux qui sont capables de penser, ne serait-ce que pendant une minute, pour se remettre en cause, pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faut entreprendre pour leur propre vie, briller de l'intérieur afin de faire jaillir leur lumière de l'extérieur. Malheureusement, ils sont là, dans leur majorité, ils ne comprennent pas. J'étais en émission dans une radio rien qu'hier où je donnais des informations importantes. J'ai dit, nous sommes dans un univers où on pense que le monde est ce que nous croyons voir et entendre voir avec nos yeux et entendre avec nos oreilles. Pourquoi je dis ça? Parce que tout est régi par des lois.
Et ceux qui comprennent les lois de l'univers travaillent avec pour s'aligner à leur nature intrinsèque afin de bénéficier des énergies de l'univers dans leur existence. Malheureusement, ceux qui ne connaissent pas vivent dans les ténèbres. Quand on parle de l'enfer, en réalité, c'est cela. 1% des élites comprennent les lois de l'univers et l'utilisent pour fonctionner, faire bouger les choses sur le plan cosmique. Il y a 4% des individus qui comprennent les lois de l'univers et l'utilisent pour influencer 90% qui sont dans le noir. Et il y a 5% qui comprennent les lois de l'univers et l'utilisent pour éveiller le niveau de conscience des 90%. Malheureusement, les 1% et les 4% ne veulent pas que les 5% travaillent pour éveiller les 90% parce que ça va les empêcher d'atteindre leur niveau d'élévation en s'appuyant sur les 90% là. C'est en ce sens que nous disons aux gens de venir à la masterclass de l'élévation parce que ce n'est pas une conférence comme vous avez l'habitude de voir ou d'entendre. Mais ici, c'est comme on le dit, c'est une masterclass. Mais qu'est-ce que vous allez enseigner aux participants justement, M. Zonga? Oui, ce que nous allons enseigner aux participants, il y en a 5 modules. Okay. Nous allons leur apprendre comment être soi-même, comment vivre soi-même et être heureux. Nous allons leur montrer comment découvrir leur mission de vie, comment découvrir leur chemin de vie, comment découvrir leur numéro personnel pour l'année 2025 qui s'annonce. Parce que ne vous amusez pas, ce sont les chiffres qui font bouger le cosmos. Ce sont les chiffres qui font bouger les planètes. Malheureusement, les gens pensent que les chiffres sont là pour faire des calculs 1 plus 1 égale à 2, 3 plus 3 égale à 6, 6 plus 6 égale à 12. Non, il y a des secrets cachés derrière les chiffres. Et nous allons apprendre les gens à comprendre, à connaître les grandes lois de l'univers et savoir les utiliser dans leur propre existence afin de s'aligner à qui ils sont véritablement. Et nous allons développer ensemble la conscience de la prospérité, de l'abondance, de la richesse infinie. Tout est une question de principe et de connaissance des lois de l'univers. Quand on ne comprend pas ces lois-là, vous allez beau faire, vous n'allez pas progresser. Aujourd'hui, ils sont combien qui travaillent, qui se lèvent très tôt le matin, qui partent au boulot, qui ont de très gros salaires. Il y a des gens qui ont 1 million de francs CFA comme salaire ici au Burkina Faso. D'autres ont 500 000 francs CFA. Mais la majorité ne se sentent pas dans ce qu'ils font. Ils ont le gros argent, mais ils ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ne se connaissent pas. Ce sont des gens qui ne sont pas alignés à leur nature intrinsèque. Ce que nous disons, ce n'est pas une connaissance livresque. Nous travaillons avec ce que moi j'appelle les principes expérimentaux. Il faut faire de l'expérience pour comprendre certaines choses et vouloir partager. Parce qu'on ne prend pas le risque de s'afficher sur un plateau de télé pour parler de quelque chose dont on n'a pas la maîtrise. Donc ce que nous partageons, ce sont les choses que nous-mêmes nous vivons, ce sont les choses que nous-mêmes nous expérimentons et qui produisent véritablement des résultats et on décide de faire partager cette lumière-là au monde entier afin que les gens puissent se réveiller. La formation, la masterclass de l'élévation va se tenir ce samedi 7 décembre 2024 de 9h à 12h. Le choix de l'heure également, ce n'est pas fortuit. C'est pour faire comprendre aux gens que nous sommes dans la fin d'une année qui est 8, c'est une année karmique et ceux qui ne comprennent pas ce qu'on appelle le karma, c'est un ensemble de lois qui permettent à l'homme d'avoir une vie alignée. Et malheureusement, quand on ne maîtrise pas ces lois et qu'on vit le contraire du karma, et qu'on vit le contraire de ces lois-là, on va semer des mauvaises graines et récolter également des mauvais fruits. Et c'est ce que nous ne souhaitons pas. Et on rentre dans une nouvelle année 2024 et 2025. 2025, c'est une année 9. Et le 9, comme vous le savez très bien, le 9, c'est la fin d'un cycle et le commencement d'un nouveau départ. Et ceux qui veulent mieux comprendre ce que je suis en train de dire là, et qui veulent apprendre également à connaître leur chemin de vie, leur numéro de vie et leur numéro personnel pour mieux s'aligner à l'année 2025 là, rendez-vous ce samedi 7 décembre 2024 à la masterclass de l'élévation. Alors, à travers l'affiche, c'est sûr que les téléspectateurs ont vu le thème. C'est un thème quand même, seconde chance. Oui. Ça veut dire quoi, monsieur? Oui, seconde chance, on va décortiquer ça pendant la masterclass. Mais déjà, ce qu'on va donner, seconde chance, c'est vraiment seconde chance sur le plan cosmos, sur le plan cosmique. Seconde chance, c'est mieux comprendre tout ce qui va se passer sur les 3 champs de force de l'univers. Nous avons l'univers spirituel, on a l'univers astral, on a l'univers éthérique. Et quand on ne comprend pas tous les principes qui vous permettent de vous connecter à toutes ces dimensions-là, alors vous allez rater votre chance. Et pourtant, le bonheur que l'univers, Dieu, dans son essence même nous donne en 2025,
c'est vraiment pour nous racheter, pour avoir raté la base depuis 2017. Est-ce que vous comprenez? Donc, ceux qui vont rater, ce qui va se passer en 2025. Donc, ce que nous allons leur montrer pendant la masterclass et qu'ils vont appliquer en 2025, ceux qui vont rater cette formation-là, ils vont attendre encore 9 ans pour espérer avoir les mêmes vibrations, les mêmes énergies que ce qu'ils devraient avoir en 2025. Donc, seconde chance, c'est sur tous les plans. Okay. Sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan matrimonial, sur le plan marital, c'est quoi? Sur le plan spirituel, sur tous les plans psychologiques, psychiques, sur tous les plans. Venez, vous allez apprendre ce que nous allons vous montrer, ce que vous n'avez jamais entendu, ce que vous n'avez jamais vu. Nous allons vous montrer ça. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est que j'ai dit, quand le soleil se lève, c'est un message qu'il nous donne. Quand il se couche, c'est un message qu'il nous donne. Et quand la lune apparaît, c'est un message qu'il nous donne, qu'elle nous donne. Quand les étoiles s'affichent au ciel, ce sont des messages qu'elles nous transmettent. La montre que nous attachons sur nos poignets là, est-ce que vous savez que en fait, ça représente le cycle même de vie de l'être humain, le cycle même de l'homme, son existence, son succès, sa prospérité et leur contraire également s'explique à partir de la montre que nous attachons sur notre poignet. Ce sont des codes que vous allez certainement c'est des codes qu'on va expliquer. Et ceux qui sont dans les religions, par exemple, nous tous, on appartient à des communautés. Quand vous avez votre chapelet que vous égrenez comme ça, est-ce que vous savez qu'il y a des messages que ce chapelet même vous donne? Mais vous ne comprenez pas. Vous pensez que non, il faut juste répéter certains versets. Alors, venez à la masterclass, on va vous montrer beaucoup de choses. Et avec ça, quand chacun va appliquer à ce qu'il a déjà comme substance de base, je crois fortement que on va parler le même langage. Vous parlez aussi beaucoup d'énergie, hein, Monsieur Zonga, d'énergie de 2024, les énergies de 2025. On sait que très souvent, en fin d'année, on prend des résolutions, on veut passer à d'autres étapes de nos vies, on veut réaliser ceci ou cela. Et souvent, on est surpris aussi l'année prochaine de se retrouver avec, à la case départ, vraiment. Est-ce que vous pensez que justement, en participant à ce type de masterclass, on charge les énergies nécessaires pour entamer la nouvelle année et changer en tout cas beaucoup de choses dans nos vies? Oui, je dis et je le répète, participer à la masterclass vous permet de charger les énergies positives pour vous connecter à tout ce que vous voulez avoir. Et je prends l'exemple. Nous sommes sur le plateau de Savane TV. Et Savane TV a sa fréquence qui permet aux téléspectateurs de capter afin d'avoir, afin de recevoir donc les images depuis leur salon, depuis leur service, n'est-ce pas? Ils ont pris la télécommande, ils ont capté la fréquence et ils ont pu se connecter pour suivre cette émission. C'est la même chose avec ce que nous voulons. Tout ce dont nous avons besoin, il suffit seulement de connaître la fréquence à laquelle il faut élever sa vibration pour se connecter. Je prends l'exemple. Pour un téléspectateur qui nous suit actuellement, peut-être que votre numéro de téléphone se termine par 7 ou bien par 8. Et quelqu'un veut vous appeler, il compose tout votre numéro et à la fin, qui se termine par 8 ou par 7, il met un 9. Est-ce qu'il va pouvoir se connecter à vous pour communiquer? Non. Tout ce que nous sommes en train de faire, ou tout ce que nous faisons en réalité, ce sont des codes qui sont inspirés sur le plan cosmique, sur le plan spirituel, et que nous matérialisions dans la vie physique. Donc, tout ce dont nous avons besoin, il suffit qu'on connaisse les fréquences. Et aujourd'hui, nous parlons on parle des fréquences mégahertz pour ceux qui connaissent bien les ondes au niveau de la radio. On parle également de la fréquence de Dieu. La fréquence de Dieu, c'est-à-dire la fréquence de la source mère, qu'il faut connaître et apprendre maintenant à élever son esprit pour s'y connecter. Tout ça, ce sont des codes qu'on va partager. Ce sont des choses qu'on va montrer. Et chacun, de là où il se trouve, pourrait mieux canaliser ces énergies-là afin de vibrer à la bonne fréquence pour recevoir les énergies. Je dis à chaque fois, Dieu ne parle pas à un individu. Dieu n'a jamais parlé à quelqu'un. Dieu s'exprime à un individu par la pensée. Est-ce qu'on se comprend? Par l'intellect. Et une fois que votre énergie est bien canalisée, vous allez entendre la voix de Dieu en vous à partir de votre vibration. Et c'est très fondamental. Il y a beaucoup de personnes qui voient des images traverser en flash leur esprit, peut-être en songe ou quand ils marchent, et ils peuvent voir quelque chose devant eux pendant qu'ils marchent, et ils se disent que on dirait que j'ai déjà vu ça là quelque part. Ils se demandent, mais on dirait que j'ai déjà vu cette image là quelque part, mais je ne sais pas c'est où exactement. En réalité, vous l'avez déjà vu sur le plan cosmique. Mais comme vous ne comprenez pas qui vous êtes, comme vous ne comprenez pas les vibrations, comme vous ne savez pas c'est quoi les énergies,
alors vous pensez que non, c'est de la magie, c'est quelque chose qui est caché. Non, nous sommes Dieu. Dieu est en nous et il est avec nous. Alors, comme on le dit, oui. Dieu créa l'homme à son image. Et moi, je dis, si Dieu créa l'homme à son image, c'est que nous sommes des dieux capables d'apporter une explication majeure à notre vie. Et tout part d'abord de ce que j'appelle le projet de vie. Et ce livre vous permet d'avoir tout ce dont vous avez besoin. Et ce que nous allons partager là, on va tirer des chapitres ici pour vous montrer que tout est possible. Monsieur Zonga, on va donner les conditions parce que notre temps est terminé. Les conditions pour participer à la masterclass. Oui, les conditions pour participer à la masterclass sont très simples. La masterclass, c'est une participation en présentiel comme en ligne également. La participation s'élève à 10 000 francs CFA pour tous ceux qui ont déjà suivi nos programmes de formation et tous ceux qui n'ont pas encore suivi nos programmes de formation et qui n'ont pas un seul exemplaire parmi nos différents livres, eux ils payent 20 000 francs CFA. Et la participation en ligne pour ceux qui sont dans d'autres pays et qui veulent suivre la formation, eux ils payent 15 000 francs CFA pour suivre la formation en ligne. Ça se passe où? Ça se passe à la résidence Napambego, ici à Ouagadougou, à 200 mètres de l'église Saint-Pierre, de 9h à 12h. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des gens depuis le Nigeria qui seront connectés, des gens depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Togo qui seront connectés, ici au Burkina Faso, des gens qui vont quitter Bobo Dioulasso, Waïgouya, Banfora. On termine par le contact pour rapidement vous inscrire parce que le nombre de places est limité. La masterclass est vraiment sélectionnée. C'est le 54 28 84 20, le 54 28 84 20 ou le 51 53 75 05, le 51 53 75 05. Le nombre de places est limité. Inscrivez-vous rapidement pour sécuriser votre place parce que on n'a plus de temps pour parler beaucoup. Ce que nous sommes en train de faire, c'est vraiment rappeler les conditions de participation et surtout souhaiter à tout un chacun vraiment de tout faire pour être dans la salle. Parce que ce qu'on va recevoir ensemble là, c'est pour le meilleur. Merci beaucoup, M. Zonga. On va maintenant vous raccompagner donc avec le micro-trottoir concernant notre thème de un œil sur la société. Donc, juste après, on retrouve Youssef pour terminer avec la chronique du jour, puisqu'on s'intéresse à l'harmattan et la protection des enfants en ces temps. Merci. À vrai dire, l'harmattan est dangereux pour les enfants. Avec le sous-développement du pays, nous n'avons pas assez de voies bitumées. Pour cela, nous devons chercher des pullovers, des habits qui réchauffent les enfants. Nous devons aussi utiliser le beurre de karité pour appliquer dans les narines des enfants et bien les protéger du froid et des maladies. Aujourd'hui, à travers la poussière, beaucoup de maladies se propagent. Protéger les enfants avec en mettant du beurre de karité, en les faisant porter des habits chauds, et puis bien les pommader. Mes petits frères qui sont à la maison, peu importe qui sont au village, on est un peu conseillé pour notre maman, notre papa, pour les tirs aussi. On peut aussi les donner même un peu de pullover, des cachenets pour contre les maladies qu'on sort. On doit bien couvrir nos enfants de nos jours en les habillant des vêtements pour pouvoir éviter la fraîcheur. De deux, on doit les pommader très bien pour éviter le froid encore. En troisième temps, il faut bien les bien couvrir avec un bonnet. La solution que je préconise à certains élèves, c'est le port des masques, le port des cachenets, autrement dit, et le port des casques surtout. Tu n'as pas chapeau, il faut prendre foulard, tu vas protéger tes oreilles. C'est au niveau des oreilles là que l'air rentre et puis les orteils là, tout ça là. Donc il faut toujours te protéger. Les enfants aussi, même si tu n'as pas l'argent pour payer cachenet, il faut toujours me mettre des qualités. Là, nous aussi, même chose. Il ne faut pas doucher les enfants dehors. Même si tu n'as pas moyen pour doucher les enfants dans la douche là, il faut doucher les enfants dans un plat et dedans. Bien protéger avec l'eau chaude. Et bien sûr, nous sommes de retour sur ce plateau et comme je le disais, on accorde quelques minutes à Youssef pour la chronique du jour. C'est un œil sur la société. Bonjour, Serge Youssef Ouedraogo. Bonjour, Zeta. Bienvenue. Merci.
Et comment ça va avec ce temps d'harmattan? Nous, les enfants de biberon, là, il faut bien se protéger. C'est depuis le vert. Youssef, tu veux flatter qui? Je viens d'aller mon pull vert. Parce mais que je sais, mais tu n'es pas enfant biberon. Mais toi, tu n'as pas consommé malade, donc c'est enfant de biberon. D'accord, meilleure santé. Mais justement, on parle de l'harmattan et la santé donc des enfants, parce que c'est important de les protéger en ces temps d'harmattan, poussière. Pour ne pas réciter ma leçon de CE2, CM2 ou voilà, ou 6e, c'est quoi l'harmattan? Il faut dire déjà, quand on parle de l'harmattan ici, on va dire que vous voyez que dans notre pays actuellement, là, comment est le vent, voilà, donc dans certains pays aussi. Donc, en petites choses, comme vous l'avez dit, CE1, CE2, tout ça jusqu'au CM2. Voilà, l'harmattan ici, c'est un vent chaud et sec pendant la journée. Et la nuit, il fait très froid, voilà, et c'est accompagné de poussière. Voilà, donc à cette période-là, tout croisé, vous rencontrez des gens, et vous savez qu'il y a un changement de temps. Voilà, même ceux qui se disent qu'ils sont forts, je pense qu'à ce niveau-là, il vaut mieux se protéger pour ne pas être malade à un moment donné pour se retrouver à l'hôpital. Et c'est la période où beaucoup de personnes tuent cabri. Tuer cabri, ça veut dire ne pas se laver. Alors Youssef, qui parle de vent sec, de poussière, de fraîcheur, parle bien sûr aussi d'impact sur la santé. Oui. Qu'est-ce que impact sanitaire, donc des maladies? Quelles sont les maladies aussi qui peuvent survenir actuellement? Et les maladies les plus récurrentes ici, c'est le rhume. Cas de rhume, tout sont fréquents. Voilà, et certains maintenant qui se protègent pas, disent que voilà, je n'ai pas peur du froid. Et il y a les pneumonies qui pénètrent un peu. C'est après vous allez aller faire des examens, vous allez dire que vous avez de l'eau dans le poumon. Donc il y a les pneumonies, il y a le cas de rhume, et le tout. Et puis il y a certains mots que les gens ne comprennent pas. Vous savez qu'il y a des personnes qui ont certaines maladies. Donc, surtout la drépanocytose, voilà. Et puis les sinusites, l'asthme. À cette période d'harmattan, si vous ne vous protégez pas bien, ça va réveiller ces mots qui sont en vous. Vous allez souffrir. Surtout les mots aussi disent souvent les camouircés, voilà, au niveau des os. Voilà, donc ça fait très mal. Dans cette période, il faut que les gens vraiment se protègent très bien pour que ceux qui ont ces mots-là ne se réveillent pas pour pouvoir d'empêcher d'aller travailler ou bien vraiment de souffrir encore. Donc il faut bien se protéger. Oui. Ok. Alors Youssef, le cas spécifique des enfants maintenant, puisque c'est notre thème aujourd'hui, comment on fait pour protéger les enfants, surtout des maladies liées à l'harmattan? Et pour les enfants, il faut dire qu'il faut vraiment garder les enfants à la maison, si c'est possible. Au chaud, j'ai envie de dire. Au chaud, si c'est possible. Voilà, il faut s'assurer aussi que la sécurité des enfants, il faut forcément avoir des habits. Il faut laver les enfants avec l'eau chaude et accompagner, les Arabes disent, accompagner du beurre de karité. Ça, c'est naturel. Le beurre de karité, vous lavez l'enfant, vous pomadez l'enfant, vous portez des habits chauds à l'enfant, et des choquettes, des gants, des chapeaux, tout ce qui peut protéger l'enfant. Vraiment, il faudrait protéger l'enfant parce que l'enfant est très fragile. Oui. Alors, donc ça veut dire qu'il faut forcément changer l'habitude vestimentaire. Hein? Oui, forcément. Il faut changer l'habitude vestimentaire en portant des blousons, et des pantalons, et des chapeaux qui peuvent couvrir les oreilles, mais des cache-nez pour protéger. Voilà, des chaussettes. Pour la nuit aussi, quand vous... Il y a des enfants qui dorment, ils ne veulent même pas se couvrir. Mais il faut forcer l'enfant souvent, voilà, parce qu'il porte les choquettes. Vous mettez la couverture de l'enfant en air, mais il faut chaque fois se réveiller. Si vous portez même les choquettes, et puis les gants, et puis le verre là, puis les pantalons, même si la neige, il est toujours voilà, au chaud. Sur les autres, même quand vous portez des neige. Donc tout ça là, c'est vraiment pour surveiller l'enfant et pour pouvoir aider les enfants à être toujours en bonne santé. À l'école aussi, les anciens aussi vont continuer toujours à les surveiller pour ne pas que les enfants enlèvent les pulvers. D'autres, une fois arrivés à l'école, ils enlèvent ça aussi. Et ils courent dans la cour de l'école avec le froid là. Donc c'est vraiment. Et comment on fait même pour recadrer surtout et encadrer ces enfants dans la cour d'école ou même à la maison qui jouent toujours au sable. Pendant ce temps-là, ils jouent au sable, du moins avec le sable, ils soulèvent le sable, ils jettent leur pulvers par-ci, par-là. On voit dans nos quartiers, même souvent dans la cour de l'école pendant la récréation. Bon, comment faire pour les protéger? Il faut dire que vous avez 2 enfants seulement à la maison. Vous avez des problèmes. Et à l'école, sans. Donc, tous ces enfants qui ont des caractères différents. Donc, il faut savoir avoir une stratégie et une pédagogie pour pouvoir les suivre. Donc, en période de froid, vous savez que les enfants aussi, ils ont plus peur des enseignants que les parents.
C'est-à-dire que c'est maintenant avec certains comportements, sinon le maître était un dieu par rapport à ton papa ou à ta maman. Donc quand le maître dit l'enfant est obligé de respecter. Donc il dit de ne pas enlever les pluvets, porter-les, donc ils vont respecter. Mais une fois hors de la cour de l'école, ils vont enlever. Donc il faut toujours chaque fois être à côté pour les surveiller, pour les rappeler que c'est une période vraiment très dangereuse, que la fraîcheur peut amener beaucoup de maladies. Donc il faut donc ils vont écouter. Et en période de cette fraîcheur-là, on profite pour faire des leçons d'éducation civique et morale pour conscientiser les enfants encore pour que ça puisse vraiment prendre. Et que dire aussi sur l'hygiène corporelle des vieilles personnes en fait, et puis des enfants, on en parle. L'hygiène corporelle c'est comme tu es cabri, parce qu'à cette période de froid, il y a d'autres qui tuent beaucoup cabri. Pourtant quand on se lave pas aussi, ça amène des maladies. Donc il faut se laver avec l'eau chaude. Voilà, il faut se laver tôt même. Voilà, très tôt. Souvent, il y a des gens qui sont à la maison qui attendent la nuit parce qu'il fait très frais. Voilà, il faut se laver avec l'eau chaude et puis porter des pullovers. Il faut se pommader avec beurre de qualité, ce que vous pouvez avoir. Voilà, il faut encore mettre le beurre là dans les narines, il faut mettre sur les lèvres. Tout ça, c'est des protections. Voilà, les vieilles personnes, il y a des vieilles personnes qui ne peuvent même pas sortir. Il faut vraiment les protéger avec des pulls, avec beaucoup. Si c'est dans les pays développés, et même ici aussi, ceux qui ont les moyens, ils ont des chauffages. On branche au courant pendant cette fraîcheur-là et la grand-mère, le grand-père est dedans. Donc tout ça, c'est pour la protection des vieilles personnes. Et puis voilà, un truc comme ça. Merci bien, Youssef. Notre temps est terminé. Donc le dernier conseil, c'est bien protéger les enfants. Bien protéger, porter les pullovers et surtout les mamans qui se lèvent très tôt pour aller chercher le condiment là, ils laissent les enfants, voilà, donc il faut éviter ça, il faut protéger les enfants de sortir. D'accord, merci beaucoup et merci à vous également. On se retrouve Inch'Allah demain, mercredi, pour d'autres aventures de bonjour de face. Portez-vous bien.